Messieurs, dames, Tanguy Koki. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpette et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Messieurs, dames, c'est comme ce dernier temps, je ne cesse jamais de le dire, décourageons bien sûr la civilisation de la lutte contre le meilleur pour amener notre pays bien sûr de l'avant. Bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Nous avons l'honneur et le réel plaisir d'être encore une fois de plus devant vous. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, cliquez là où c'est écrit abonner et appuyez également la cloche pour recevoir les notifications de nos publications. Voilà, on démarre. Calendrier ou session qui est budgétaire, rentrée parlementaire au niveau du Parlement. Depuis le 15 septembre, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau de l'Assemblée nationale, le calendrier ne prévoit pas la loi portant le verrouillage de certains postes de souveraineté en République démocratique du Congo du docteur Noël Tchani, une loi qui a été portée ou parrainée par Tingi Pouloulou. Et nous sommes là pour en parler. Est-ce un passage en force? Katumbi a-t-il gagné ensemble avec ses adeptes, puisque eux tiraient à boulet rouge à tout moment sur le docteur Noël Tchani? Est-ce qu'échec déjà? Les étrangers, les gens qui ont des origines douteuses peuvent maintenant se frotter les mains ou c'est comment? On en parle. On parlera également de la question liée à la sécurité, bien sûr de l'Est avec l'état de siège. On parlera de la marche de la Mouka avec Martin Fayoulou. Et on va essayer de parler aussi des armes trouvées dans la maison de John Numbi, ensemble bien sûr avec le docteur Tchani Mwadjanvita, le président bien sûr d'un grand parti politique, la force du changement. Il est là ensemble avec nous sur ce plateau comme d'habitude. Docteur, bonjour. Bonjour. Tout va bien, j'espère. Je me porte à merveille. Abattu? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis plus que serein. Plus que serein. Au niveau de la santé, je suis en très bonne santé. Ouais. Mais également au niveau des activités politiques qu'on essaye d'organiser, nous sommes plus que sereins. Parce que nous avons senti que le peuple congolais, dans l'ensemble, est avec nous et veut que ce que nous voulons faire se réalise. Et très bien. Rendons-nous au niveau du Parlement. Le calendrier qui prévoit le matière à traiter, bien sûr, lors de cette session qui vient de s'ouvrir, la loi portant verrouillage de certains postes de souveraineté n'a pas été repris. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est tout à fait normal. Il est important que le public comprenne le processus de traitement des lois par l'Assemblée nationale. Une loi comme celle qui est communément appelée aujourd'hui la loi Tchani, elle est initiée par un individu, dans ce cas, moi personnellement. Après avoir rédigé la loi, je l'ai remise à une députée nationale qui devait l'endosser. Et dans ce cas ici,
le député national honorable Singhi Pouloulou, Servo Pichou, a eu le courage et l'amabilité d'endosser la loi et de la porter devant le bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée l'a enregistrée. Ça, c'est la première étape. Ouais. Une fois que la loi a été enregistrée au niveau de l'Assemblée nationale, elle n'est pas programmée automatiquement pour débat. Elle est envoyée à ce qu'on appelle le bureau d'études de l'Assemblée nationale, qui est en quelque sorte un think tank intérieur à l'Assemblée nationale pour examiner toutes les propositions de loi, examiner leur conformité à la Constitution, examiner le contenu et déterminer s'il y a des modifications à faire avant que la loi ne soit programmée. Il y a plusieurs propositions de loi qui sont reçues par l'Assemblée et envoyées à l'Assemblée, au bureau d'études. Donc, notre proposition de loi se trouve actuellement au niveau du bureau d'études. Elle est en train d'être examinée. Une fois qu'elle est examinée, elle sera aussi programmée au même titre que toutes les autres. Donc, chaque chose a son temps. Le fait que ça ne soit pas programmé aujourd'hui ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas avant la fin de cette session. Vous vous rappelez, le président Christophe Mbosso, en qui j'ai totalement confiance, a parlé hier en répondant aux questions des journalistes. Il a dit que le calendrier du programme, des propositions de loi qui doivent être débattues au niveau de l'Assemblée nationale, ce calendrier reste ouvert. À tout moment, on peut y ajouter de nouvelles matières qui sont mûres au moment de leur ajout sur le calendrier. Donc, je n'ai pas du tout de doute que la loi va être programmée. Si elle n'est pas programmée au début de la session de septembre, elle pourrait l'être au milieu ou à la fin. Et même si elle n'était pas programmée au niveau de la session de septembre, il y a une autre session qui va venir, une session ordinaire, qui est la session de mars 2002. Mais 2022. Mais je peux vous assurer que la loi va être votée par les députés nationaux parce que la majorité des députés qui représentent la population congolaise, ils ont pris la température du niveau de soutien populaire à l'égard de cette proposition de loi. Donc je n'ai pas de doute que cette proposition de loi deviendra une loi effective et qu'elle va même être promulguée par le président de la République. Mais certaines langues disent que le président Bosso s'est peut-être dessaisi de ces dossiers, du fait que l'Église catholique avait mis de la pression, et Moïse Katumbi de son côté aussi avait mis de la pression en disant que si on arrivait à traiter cette loi, c'est une ligne rouge qu'on doit franchir, chose qui pourrait bien sûr acter son départ de la majorité ou de l'union sacrée. Vous êtes au courant de toutes ces déclarations? Que dites-vous? Non, je ne peux pas parler pour le président Bosso. Il a tout un porte-parole qui s'occupe de ces questions-là. Voilà. Mais le peu que je connaisse de lui, c'est que c'est un homme de grande expérience. Et un homme qui n'a pas peur, c'est un grand patriote. Il n'a pas peur de qui que ce soit. S'il y a quelque chose comme la loi que je propose pour protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC, ce n'est pas le président Bosso qui refuserait d'aligner cela. Pourquoi? Parce que c'est un démocrate qui reçoit toutes les idées qui viennent de toutes les couches de la population, qui les met au perchoir et qui les met sur la table de discussion pour que les députés puissent s'exprimer et qu'on puisse procéder de façon démocratique à un vote. Et une fois qu'on a voté, dans un sens tout comme dans l'autre, le président Bosso doit pouvoir donc respecter cela. Donc, je ne crois pas un seul instant qu'il ait eu peur de qui que ce soit. D'ailleurs, quand il parle, j'ai même l'impression que c'est quelqu'un qui n'a peur de personne, mais de rien. Donc, j'ai pleinement confiance donc, dans ses capacités de pouvoir gérer des questions comme ça. Ah oui. Mais ça risque de fragiliser maintenant le pouvoir qui est en place. Puisque c'est comme je venais de te poser ma question, je vais la poser autrement également en ajoutant d'autres aspects. Le régime qui est en place peut-être a aussi peur que cette loi soit débattue ou votée au niveau de l'Assemblée nationale, puisque ça risque de fragiliser, de faire quitter du bateau l'un de ces grands pions. Vous savez, il n'y a personne plus grand que les autres dans un pays de 105 millions d'habitants. Lorsque un individu pense qu'il est plus important que 105 millions de Congolais, c'est que cet individu-là n'est pas congolais. Je veux vous dire que tous les Congolais sont égaux et ils sont les mêmes. Il n'y a personne plus important que d'autres.
J'ai entendu un camp politique donc dire qu'il y avait des conditions à Voilà. ne pas franchir. C'était la ligne rouge. Voilà. Il y avait 2 lignes rouges qu'ils avaient tracées. Oui, la première. La première, la programmation de la loi. Elle va être programmée. On attend qu'elle puisse sortir en ce moment des institutions. Mais il y a aussi une autre ligne rouge qui a été franchie hier. C'est la programmation déjà de l'entérinement de la sélection de membres de la CENI. Les membres de la CENI ont été sélectionnés par les confessions religieuses de la façon que nous connaissons. Et il y a des gens qui ont menacé que si jamais on programme ça, s'il n'y a pas consensus, s'il n'y a pas ceci, c'est la deuxième ligne rouge, nous allons partir des institutions. Nous attendons cela. Donc si les gens veulent voir des lignes rouges, la première ligne rouge a déjà été franchie, qu'ils sortent, et des institutions, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale du gouvernement, et peut-être la RDC aussi. Mais je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de faire les choses dans une démocratie. Dans une démocratie, que vous soyez pour ou contre une idée, il faut venir avec des arguments. Il faut surtout, quand on est dans une assemblée nationale, donner son point de vue, écouter le point de vue des autres. Il ne faut pas menacer, parce qu'il n'y a pas d'enfants au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons des députés nationaux qui sont responsables et qui représentent la population congolaise. Donc nous devons leur donner du respect pour le travail que la population donc leur a confié. Vous serez capable ou tranquille à digérer la nouvelle selon laquelle Monsieur Dr Noël Tchani, à cause de ceci ou de cela, votre loi n'a pas été acceptée par la commission après étude et conclusion, nous nous sommes rendus compte que cette loi risque de nous diviser davantage. Prière de proposer autre chose que ça. Comment je vais vous dire une chose. Ouais. Quand je suis convaincu de la pertinence d'une idée, j'y tiens jusqu'au bout. Ouais. Je suis convaincu que si on n'adopte pas cette loi, ce pays sera demain, après-demain, dirigé par des gens qui ne sont pas 100% loyaux à la RDC. Ouais. Ce sera la remise en cause de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale. Donc j'invite encore une fois de plus le peuple congolais, à travers les députés nationaux, à réaliser qu'il y a ce risque-là. Il ne faut pas se faire intimider. Quand vous voyez des gens qui veulent vous intimider, ce sont des gens qui mettent en avant leurs intérêts personnels. Et quand vous regardez très bien ces intérêts personnels, ils sont à la solde de quelques personnes à l'extérieur avec qui ils ont volé les richesses de ce pays et ils ne veulent pas lâcher. Et nous voulons aujourd'hui que le peuple congolais qui a été chosifié retrouve son compte dans la gestion judicieuse des ressources naturelles. Et pour le faire, nous avons besoin de gens qui sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui ne vont pas transiger sur quoi que ce soit pour défendre le peuple congolais. On peut conclure que jusqu'à présent, il n'y a pas un échec en avenir, en train de venir. Ça, on peut comprendre ça. Je ne pourrais pas aller trop loin. Oui. Je suis un homme très optimiste et très réaliste. J'ai analysé la température dans la population congolaise. On ne fait pas dormir. Est-ce qu'on ne fait pas dormir, M. Noël Tchani? Je vous dis que j'ai analysé la température au niveau de la population congolaise. Oui. Et j'ai analysé aussi la température avec quelques députés nationaux, la majorité des députés nationaux. Et vous avez conclu quoi? Je sais de quoi je parle. Oui. La proposition de loi que nous avons mise sur la table, elle bénéficie d'un soutien majoritaire des députés nationaux. Elle sera approuvée par les députés nationaux. Elle deviendra loi dans ce pays. Très bien. On passe à une autre thématique, chers compatriotes. J'espère que vous avez suivi, bien sûr, la réaction ou le point de vue du professeur, qu'est-ce que je dis, docteur Noël Tchani, qui est l'initiateur, bien sûr, de cette loi portant verrouillage de certains postes de souveraineté dans notre pays. On peut rester jusqu'à présent calme et regarder les choses, comment elles vont évoluer. Passons à la deuxième thématique. Il faudrait que les compatriotes sachent que la loi ne porte pas simplement sur le verrouillage des fonctions, le verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté. Oui. La loi a aussi une deuxième composante très importante et qui intéresserait la population congolaise en général et particulièrement nos compatriotes de la diaspora. C'est la déclaration du principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire les Congolais restent Congolais de la naissance jusqu'à la mort. C'est-à-dire que quand vous êtes Congolais d'origine et que vous allez à l'étranger, vous arrivez à acquérir une nationalité étrangère. La Constitution actuelle
vous met devant un choix cornélien de dire vous devez obtenir les papiers à l'étranger, trouver du travail pour soutenir votre famille, ou bien rester congolais et rester chômeur à l'extérieur parce que vous n'aurez jamais de travail étant donné que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas être éligible à travailler dans les pays d'accueil. Nous pensons qu'il faudrait qu'on puisse moderniser la constitution de la RDC pour faire comme d'autres pays africains, le Sénégal, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Ces pays-là, vous ne perdez pas la nationalité d'origine. Si vous optez pour la nationalité étrangère, c'est une nationalité que vous avez, ce sont des papiers que vous avez ajoutés à votre arsenal de papiers. Mais vous conservez la nationalité d'origine, ce qui veut dire que pour les Congolais, si on adopte ce principe-là, il y aura environ 10 millions de nos compatriotes qui vont recouvrer la nationalité congolaise d'origine, qu'ils ont perdu du fait de l'exclusivité contenue dans la Constitution actuelle. Et c'est le contraire même de ce que certains détracteurs ont essayé de donner comme image à notre proposition de loi, en appelant ça congolité, ce qui était totalement faux. Pourquoi? Parce que la congolité, ils voulaient faire peur aux gens en invoquant les souvenirs donc, de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Et nous avons démontré que ici, c'est le contraire. En Côte d'Ivoire, on avait refusé la nationalité à 7 millions de personnes qui venaient du nord de la Côte d'Ivoire à la frontière avec le Burkina Faso. Dans notre cas, nous redonnons la nationalité à 10 millions de Congolais qui sont tous dans la diaspora, mais qui ont acquis de nationalité étrangère pour des raisons de convenance. Donc c'est le contraire de la congolité qu'ils ont voulu donc propager dans l'opinion publique. Donc nous voulons que l'Assemblée nationale tienne en compte cet intérêt supérieur du peuple congolais, y inclut nos compatriotes de la diaspora, en adoptant le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, au-delà simplement du verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté pour protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays. Très bien. Voilà. Nous passons directement à la question liée à la marche de la Mouka, qui a été organisée bien sûr le 15 sur l'étendue de la ville-province Kinshasa. Comment vous avez jugé les paroles, les insultes, les actions, les actes qui sont découlés, bien sûr? Moi, personnellement, je vois les choses d'une façon différente. Voilà. Je pense que notre pays a besoin de la paix, de la quiétude, pour que nous puissions nous concentrer aux efforts de développement du pays. Ouais. Et qu'à un moment donné, tous les Congolais doivent pouvoir regarder dans la même direction. Si on n'est pas dans les institutions, on doit respecter les institutions. Si on n'est pas content de quelque chose et qu'on demande de pouvoir organiser les marches, on vous autorise de pouvoir marcher paisiblement, sans qu'il y ait des casses des biens publics ou qu'il y ait des attaques policières sur les manifestants, et ainsi de suite. Il s'est fait qu'apparemment, nous ne sommes pas encore arrivés à ce point-là. De part et d'autre, on dirait que les gens se provoquent mutuellement pour faire du sensationnel. Et moi, personnellement, je ne vois pas les choses comme ça. Les insultes, on insulte les policiers, même le chef de l'État. Il y a des gens qui se sont beaucoup étonnés de voir Martin Fayulu arriver à poser de tels actes. Ça ne veut dire absolument rien. Certains sont partis même plus le pour porter plainte. Je ne peux pas parler pour Martin Fayulu ni contre Martin Fayulu. J'estime que dans une démocratie, nous devons nous respecter tous, respecter les institutions telles que la police nationale, telles que la présidence de la République, telles que l'Assemblée nationale, respecter les militaires. Et de l'autre côté, ces institutions doivent aussi respecter le public pour s'assurer que lorsque le public exerce ses droits, et que ces droits, ça se passe dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait pas donc de casses qui montrent à l'opinion publique à travers le monde. Très bien. Que le Congo, c'est un pays désorganisé. Donc, je ne suis pas d'accord avec des attaques, par exemple, sur les journalistes. Je souhaiterais que dans l'avenir, qu'il y ait des dispositions un peu plus respectueuses des droits des journalistes à faire leur travail. Merci. Parlons des politisations de la CENI et glissement.
certains acteurs politiques aujourd'hui montent au créneau pour dénoncer dénoncer la politisation de la CENI, réclamer la dépolitisation et dénoncer directement le glissement. Vous voyez aussi les choses de la même façon? Bon, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un règlement, une loi sur la CENI qui a été adoptée et promulguée par les autorités appropriées. Il faut que tout le monde respecte donc cette loi-là une fois qu'il a été adopté et promulgué. Et d'après cette loi, les confessions religieuses se réunissent et décident de qui doit être président de la CENI. Et ces confessions religieuses ont adopté un règlement d'ordre intérieur qui appelle au consensus pour arriver à désigner le président de la CENI. Et qu'en l'absence du consensus, il faut passer au vote. Si toute cette procédure a été suivie, moi je pense qu'à un moment donné, il faut que tout le monde s'aligne. On ne peut pas demander une chose et faire le contraire. Si le règlement donc dit qu'il y a eu consensus et vous vous êtes mis d'accord sur quelqu'un, tant mieux. Ouais. Si vous ne vous mettez pas d'accord, il y a une façon de vous départager qui est le vote. Et s'il y a eu vote, ce n'est pas parce que votre candidat n'a pas été retenu ou bien celui que vous soutenez n'a pas été retenu qu'on doit pouvoir tout rejeter. Donc là-dessus, moi je voudrais faire appel à la sagesse de l'Assemblée nationale. Ouais. C'est quand même une assemblée qui représente le peuple congolais avec 500 députés. Ils vont examiner les documents qui ont été préparés par les confessions religieuses. Il y a eu des comptes rendus ou bien de procès-verbaux qui ont été présentés par ces confessions religieuses au niveau de l'Assemblée nationale et que je voudrais m'appuyer sur la sagesse de cette institution pour arriver à départager les uns et les autres. Mais une fois que l'Assemblée nationale donc se prononce, il faudrait que tout le monde puisse donc s'aligner. Très bien. Nous continuons avec notre émission. Là, il nous reste juste des thématiques. La première, on a trouvé des armes dans la maison de John Numbi, qui était l'inspecteur général des forces armées en République démocratique du Congo pendant un temps. John Numbi n'est plus en RDC. On ne sait même pas il est où. Certains collaborateurs de Joseph Kabila aussi ont pris fuite. Après l'affaire carte visa, tout ça, pourquoi la RDC pouvait rester dirigée, ou pouvait rester dans de telles conditions? Pourquoi le peuple congolais était dirigé dans de telles conditions? C'est une question que plus d'un Congolais se pose matin, midi, soir. Alors, le président Noël Tchani peut aussi émettre un point de vue là-dessus. Bon, c'est des abus qui viennent des personnes dans un régime dictatorial. Ouais. Ce sont ces abus-là qui ont fait qu'on ait abouti à des milliers de personnes qui étaient tuées pendant les 22 dernières années. Vous avez entendu ce matin RFI qui parle de la plainte déposée par un groupe de personnes, des victimes de tracasseries policières dans le cadre de ce qu'on a appelé Kamwena Sapou. Oui. La plainte a été apparemment déposée au niveau de la Cour pénale internationale et ça vise un certain nombre d'autorités qui étaient responsables de la gestion de la protection des Congolais, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, ce sont des abus que nous avons tous connus pendant cette période-là. Il est important que la justice donc s'occupe de ces cas pour que ça serve d'exemple, qu'on ne puisse pas revenir à vivre la même expérience donc continuellement. En ce qui concerne le compatriote John Numbi qui a pris fuite, il est important que la République démocratique du Congo utilise tous les moyens pour arriver à mettre la main dessus, à le faire rapatrier au pays pour qu'il puisse se présenter devant la barre, qu'il soit jugé non pas simplement dans les allégations concernant la mort de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana, mais également dans d'autres choses qu'on lui reproche. J'ai même vu sur Internet, je n'ai pas eu la possibilité de vérifier cela. Il semblerait qu'on aurait retrouvé mes valises qui étaient perdues à l'aéroport de Ndili, dans sa maison, avec tous les effets que je cherchais depuis longtemps. Vous aviez perdu beaucoup de choses dans la valise? Oui, j'avais perdu beaucoup de choses à l'époque, mais je ne sais pas si c'est de la blague que les internautes ont faite, ou c'est une réalité parce que personne ne m'a contacté pour me montrer les valises en question. Donc tout ce que moi je peux dire, c'est qu'il faut que John Numbi passe devant la barre, qu'il s'explique, qu'il se justifie. S'il est innocent, il sera libéré. Et s'il est coupable, il doit connaître donc la rigueur de la loi. État de siège. État de siège, là, nous sommes maintenant
dans l'Est, les deux provinces, plus de 8 à 9 fois déjà qu'on ne fait que proroger l'état de siège. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que les stratégies qui sont mises en place pour éradiquer, bien sûr, les groupes armés ne sont pas à la hauteur, ou il y a toujours des complices qui continuent à bloquer les choses? Bon, ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas tous les éléments. Oui. Ce sont des questions hautement militaires. Et il faut être militaire pour avoir les informations, être en mesure d'apprécier qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai constaté quand même une diminution considérable dans le nombre de personnes tuées avant l'état des sièges et pendant l'état des sièges. Donc je souhaiterais simplement que le pays mette tout le paquet, tous les moyens matériels, humains, technologiques pour arriver à en venir donc au bout de ces groupes de milices qui causent la mort et la désolation parmi nos compatriotes, pour que la paix revienne donc dans ces deux provinces-là à l'est de la République. Vous êtes président d'un grand parti politique, la Force du Changement. Là, c'est votre dernier mot. D'ici là, c'est 2023. Les élections approchent. Toujours derrière le candidat, ou Noël Tchani sera aussi candidat président de la République? Et quelle sera sa vision? Non, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, nous sommes en train d'installer la force du changement à travers le pays. Vous allez entendre bientôt la mise en place de certaines structures du regroupement politique. Et nous nous organisons donc à l'interne et nous allons étendre notre présence donc sur l'ensemble du territoire national. Au moment approprié, on va parler des élections. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Baisse de prix en raie, baisse de coûts de billets. Ça vous intéresse aussi? Récemment, c'est l'avion qui vient d'arriver. Deux avions, bien sûr, qui viennent d'arriver. Jusqu'à présent, vous vous sentez à l'aise? Je veux me sentir à l'aise avec quoi? Avec la gouvernance, bien sûr, du président. Non, Félix. je ne peux pas parler de ça. Moi, je pense qu'il faut laisser le temps à ce gouvernement de montrer au peuple congolais de quoi il est capable, pour que les gens puissent voir la différence dans le panier de la ménagère. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que les gens trouvent du travail. N'oubliez pas que nous sommes dans un pays où il y a 85% de la population active au chômage. Nous sommes dans un pays où nous avons moins de 10% de la population ayant accès à l'eau potable, à l'électricité. Nous sommes dans un pays où nous avons encore un taux d'analphabétisation très élevé et l'accès à l'éducation n'est pas toujours facile malgré la déclaration de la gratuité de l'enseignement. Nous sommes dans un pays où les infrastructures de base manquent. Pour partir d'une province à l'autre, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas... Donc l'essentiel n'est pas là pour que le peuple congolais puisse jouir de la plénitude de ses droits dans un pays aussi riche que la République démocratique. Mais depuis un certain temps. Ressources naturelles. Donc, moi, je considère qu'il faut... j'ai entendu hier le président Bosso au niveau de l'Assemblée nationale dire que la période de grâce pour le gouvernement est terminée. La période de grâce. La période de grâce, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas interpeller les ministres ou leur poser des questions sur leurs actions concrètes, à ce qu'ils font pour améliorer les conditions de vie de la population, et que désormais l'Assemblée nationale va jouer son rôle de contrôle de l'exécutif en interpellant les ministres si c'est nécessaire pour qu'ils puissent dire exactement ce qu'ils font. Moi, je voudrais faire confiance donc dans la dynamique des institutions. Attendons que chaque institution donc fasse et délivre au peuple congolais ce qu'il faut. Nous allons les juger donc au moment approprié. Mais je pense que pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup de différences. Le peuple congolais continue à être dans la misère, dans la pauvreté, dans le chômage et on est dépassé par les maladies. Il y a quand même certaines choses que je déplore. Par exemple, nous avons connu la pandémie de Covid-19 depuis l'an 2019 exactement. Mais je constate que nous n'avons pas beaucoup d'hôpitaux ou aucun hôpital qui a été vraiment réhabilité ou construit qui puisse donner au peuple congolais les conditions d'accès aux soins de santé de qualité dans le pays. Nous continuons à avoir des officiels congolais, dès qu'ils tombent malades, on loue des avions médicalisés, on les envoie donc à l'extérieur. Mais la majorité de la population continue à être confinée au pays pour vivre dans de mauvaises conditions donc sanitaires que nous déplorons tous. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre le paquet pour arriver à construire des hôpitaux modernes ou réhabiliter des hôpitaux existants, améliorer les conditions de vie des médecins
les conditions de vie du personnel de santé tout récemment. Tous les médecins, le personnel de santé, ils étaient en grève. Donc je souhaiterais que nous puissions peut-être réexaminer en tant que pays les priorités que nous avons pour réorienter les actions du gouvernement de façon à ce que ça puisse avoir un impact positif. Même les francs congolais ces derniers temps, il y a quand même une stabilité. On sent, c'est toujours à 20, ça ne bouge pas. Il y a quand même au niveau de la banque réserve stratégique une affaire de 1,8 milliard de dollars américains avec le travail que l'IGF est en train d'abattre jusqu'à présent. Vous êtes quand même satisfait de ce côté-là? Je ne peux pas dire que je suis satisfait ou non. Il faut donner à chaque institution l'occasion de faire son travail. Et l'IGF a fait un travail exemplaire pour l'instant pour mettre pression sur les détourneurs de fonds publics. Les détournements continuent. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être les gens font un peu plus attention qu'avant. Et si vous détournez, vous savez qu'on va vous attraper, on va vous mettre devant la barre. Donc je souhaiterais simplement que chaque institution donc, fasse son travail pour que demain, on puisse dire que la gouvernance de la RDC s'est améliorée. Mais pour l'instant, il y a plusieurs organes de contrôle qui ne sont pas encore devenus effectifs. Il y a la Cour des comptes. Ouais. La Cour des comptes n'est pas effective depuis un certain temps. Il y a les gens de la Cour des comptes, les magistrats de la Cour des comptes qui n'ont pas été nommés depuis qui n'ont pas prêté serment depuis plusieurs années. Je ne sais pour quelle raison. Il y a d'autres organes de contrôle tels que l'inspection générale de la territoriale qui doit faire son travail. Il y a l'inspection générale du travail qui doit faire son travail. Là-dessus, je voudrais attirer l'attention de tout le monde. Nous sommes dans un pays où les gens ne respectent pas du tout les lois du travail. Ouais. J'ai reçu ici une dame qui m'a dit qu'elle travaille dans une entreprise indienne ou pakistanaise. Elle me dit que son salaire mensuel est de 100 $. Mais si elle vient en retard même de 3 minutes, on lui enlève 10 $. Elle se retrouve à la fin du mois avec un salaire de 30 $. Comment voulez-vous une personne qui a une famille et qui vit dans un environnement où pour arriver au travail, il y a des embouteillages, on peut être bloqué donc en cours de route malgré la bonne volonté qu'on a d'arriver donc à temps. Comment pouvons-nous laisser des choses comme ça donc se passer? Je pense que l'inspection du travail devrait faire un bon travail de contrôler non seulement que les salaires minimums qui sont exigés par la loi sont payés, mais quand il y a des abus de ce genre, il faut que les gens sachent où est-ce qu'ils peuvent s'adresser pour que les entreprises récalcitrantes puissent être corrigées et dans l'intérêt donc du peuple congolais. Donc il y a tout plein de choses à faire avant que nous puissions commencer à dire que la gouvernance est améliorée et que les choses se passent donc normalement dans l'intérêt du peuple congolais. Merci beaucoup. Il s'appelle Dr Noël Tchani. Avec lui, on a épinglé bien sûr l'actualité politique en République démocratique du Congo et nous vous disons merci beaucoup de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de partager nos liens et vous abonner également. À très bientôt. Objectif commun d'appropriation populaire des nouvelles technologies, de l'économie numérique et du développement durable. Il contient des grandes orientations devant conduire à la transformation de la société congolaise en une société de l'information avec à la clé l'élaboration de stratégies pour une réelle structuration de l'industrie numérique. Il en ressort à l'issue de nos consultations les statistiques ci-après. À Kinshasa, le PMVS a consulté 469 356 ménages. Dans le Nord Kivu, le PMVS a consulté 120 548 ménages. Dans le Sud Kivu, le PMVS a consulté 114 349 ménages. Dans le Bas-Ouélé, 234 456 ménages. Dans le Haut-Ouélé, 289 567 ménages. Tanganyika, 42 563 ménages. Dans le Haut-Katanga, 34 345 ménages. Dans le Kasaï central, 87 643 ménages. Dans le Kasaï oriental, 168 987 ménages. Dans le Kwilu, 111 568 ménages. Dans le Maïndombe, 223 547 ménages. Dans le Sankourou, 15 645 ménages. Dans l'Ituri, 5 234 ménages.
Dans le Congo central, 23 455 000 ménages. Dans le Lualaba, 32 648 000 ménages. Dans le Kwango, 22 541 ménages. Dans le Chopo, 177 965 ménages. Dans le Olomami, 24 345 ménages. Dans le Maniema, 135 456 ménages. Dans le Kasaï, 545 435 ménages. Dans le Lualaba, 22 788 ménages. Dans le Mongala, 14 678 ménages. Et à l'Équateur, 22 456 ménages. Le total des ménages consultés s'élève à 2 398 954 ménages. Sur ce, voilà les propositions de la population d'abord consultée physiquement. Là, je parle de la proposition de la population que nous avons visitée. Nous voulons connaître RAM. Deuxièmement, le mécanisme de la redevabilité. Les pourcentages aussi sur base des questions relatives à la suppression de RAM ou la réduction de la tarification, bien sûr, parce que lors de nos consultations, nous avions posé des questions à cette population qui n'avait pas d'informations sur RAM, s'ils veulent la réduction ou la suppression. La réduction de la tarification RAM s'élève à 67% de la population de ceux qui ont été consultés. La suppression de RAM relève à 12% de la population de ceux qui ont été consultés. Se sont abstenus 21% de la population de ceux qui ont été consultés. Si-bas, il y a le tableau explicatif aussi des consultations d'un sondage au niveau de réseaux sociaux, des plateformes. Nous avons utilisé 4 plateformes numériques, Facebook, WhatsApp, Instagram et Twitter. Et avons placé une équipe de 10 personnes par province pour évaluer le sondage de nos consultations sur Internet. L'addition du nombre d'abonnés dans les différents médias en ligne qui ont publié sur les consultations s'élève à 4 345 240 abonnés. Il s'agissait des médias en ligne que nous avons utilisés, Radio Okapi, 7sur7.cd, PPL News, CNews, Medianews.cd, Opéra Mini, Actualité.cd, Radio Okapi, Radio Télé Béni et le Volcan News. Le tableau expliquant en pourcentage le nombre d'abonnés qui veulent la suppression ou encore la réduction de RAM. Sur WhatsApp, demandant la suppression, 31% de la population consultée. Demandant la réduction, 69% de la population. Sur Facebook, demandant la suppression, 58%. Demandant la réduction, 42%. Sur Instagram, demandant la suppression, 18%. Demandant la réduction, 82%. Sur Twitter, demandant la suppression, 2%. Demandant la réduction, 98%. Vu les statistiques de terrain, le programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation propose ce qui suit. Une campagne de sensibilisation à partir du 24 septembre, parce que le 24 septembre, on commémore une année de RAM et nous avons besoin d'un bilan sur ça, sur toute l'étendue du territoire national. Car une fois l'explication sera reçue, le service y compris est même accepté au vu d'avantages qu'il va apporter. Mais il faut communiquer davantage à faire parvenir l'information sur toute l'étendue de la RDC. Nous demandons pour la deuxième fois l'accès gratuit à l'Internet pendant 24 heures dans tous les sites ciblés. Ainsi, la connaissance aussi sur tous les sites qui vont déployer l'Internet gratuit. Nous demandons encore la création d'emplois dans tous les sites où l'Internet gratuit se trouve. Donc, ce qui signifie 2 assistants techniques affectés dans ces sites qui seront payés par l'autorité de régulation. Une manière de la création de l'emploi. Nous demandons encore la création des centres de formation en informatique avec l'accès gratuit à Internet dans toutes les communes et les plus reculés afin de les intégrer dans le monde de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Concernant le campus numérique,
nous demandons à l'autorité de régulation de lancer un appel d'offres officiel afin que tous les jeunes bénéficient de cette offre. Ici, on parle du service d'administration du campus, bien sûr. Le judiciaire a appliqué la loi sur les vols auprès des détenteurs de ces SIM. Cette pratique découragera bien sûr le vol. Nous demandons encore la numérisation des 35 zones de santé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, en commençant par Kinshasa bien sûr, afin d'aider nos populations à bénéficier des services de planification familiale. Cette pratique aidera nos zones de santé à avoir une idée rapide sur le nombre de naissances dans différentes aires de santé afin de faire appel à l'offre de services des méthodes contraceptives. Car nous rappelons qu'aucun pays ne peut se développer si ce pays n'arrive pas à maîtriser la démographie. Nous demandons encore la réduction de 75% de la tarification RAM. Ces propositions doivent entrer en vigueur le 24 septembre, le jour où RAM a totalisé une année. Et nous demandons à l'autorité de régulation de nous faire un bilan détaillé sur les moyens qui ont été générés par RAM depuis le 24 septembre 2020 jusqu'en ce jour. Je dis et je vous remercie.